Aucun employé n'osait contredire le PDG arrogant milliardaire, jusqu'à ce que la nouvelle cuisinière noire le fasse taire. « Vous n'avez pas le droit de me parler ainsi. » La voix résonna dans la salle à manger des cadres de la Whitmore Corporation comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. 200 employés cessèrent simultanément de mâcher, leurs fourchettes suspendues en l'air, regardant avec incrédulité la femme noire en tablier qui venait de crier sur l'homme le plus puissant de l'entreprise. Richard Whitmore Jr., PDG et héritier d'un empire commercial, resta paralysé. Ses yeux bleus glacés, habitués à une soumission immédiate, rencontrèrent le regard déterminé de Keisha Washington. À 32 ans, elle venait de faire quelque chose qu'aucun des 1500 employés de cette tour de verre n'avait jamais osé faire, affronter le tyran de front. Le silence était assourdissant. Les secrétaires de direction, les chefs de service, les vice-présidents, tous avaient été témoins de l'impensable. La nouvelle employée de la cafétéria, embauchée depuis seulement 2 semaines, se tenait debout devant le milliardaire comme si elle était son égale. « Comment osez-vous » commença Whitmore, la voix tremblante d'indignation pure. Keisha l'interrompit, ce que personne n'avait fait depuis des années. « J'ose parce que quelqu'un doit le faire. Vous êtes peut-être le propriétaire de cette entreprise, mais vous n'êtes pas propriétaire de la dignité des gens. » L'histoire de Keisha avait commencé 3 mois plus tôt, lorsqu'elle avait été injustement licenciée de son emploi précédent. Elle était chef cuisinière diplômée, mais la crise économique l'avait contrainte à accepter n'importe quel emploi. Le poste à la cafétéria de Whitmore Corp lui permettait de payer ses factures, mais était loin de ses rêves culinaires. Au cours des premiers jours, elle avait observé en silence la dynamique toxique de l'entreprise. Richard Whitmore Jr. traitait les employés comme des objets jetables. Il criait après les assistants pour des cafés inadéquats, humiliait les managers lors de réunions publiques et licenciait des personnes pour des infractions imaginaires. Ce qui dérangeait le plus Keisha, c'était la façon dont tout le monde acceptait cela. 5000 employés rampant devant un homme qui avait tout hérité et rien construit. Elle avait déjà vu cette dynamique dans d'autres emplois, mais jamais à un tel degré. Ce jour fatidique, Whitmore était apparu dans la cafétéria pendant le déjeuner, se plaignant bruyamment que la qualité baissait et qu'il faudrait peut-être externaliser toute l'opération. Ces paroles étaient un poison destiné spécifiquement aux employés de la cafétéria, tous noirs et hispaniques, tandis qu'ils regardaient directement Keisha. Des gens comme ça ne devraient pas préparer la nourriture dans une entreprise sérieuse, avait-il dit en la pointant discrètement du doigt. C'est alors que Keisha a explosé. Maintenant, au cœur de la tempête qu'elle avait créée, elle gardait les épaules droites. Sa grand-mère lui avait toujours dit que « celui qui baisse la tête devant les puissants ne se relève jamais devant les faibles ». Ce moment allait déterminer non seulement son avenir dans l'entreprise, mais aussi qui elle était vraiment. Ce que personne ne savait, c'est que Keisha Washington n'était pas seulement une cuisinière désespérée à la recherche d'un emploi. Elle gardait des secrets qui allaient faire de cette confrontation le premier acte d'une révolution qui allait secouer toute l'entreprise. Si vous aimez cette histoire de courage et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé ensuite a complètement changé les règles du jeu dans cette entreprise. Whitmore pensait d'avoir affaire à une employée soumise de plus, mais il était sur le point de découvrir qu'il avait complètement sous-estimé la femme qui se tenait devant lui. Ce qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi la confrontation de Keisha allait donner le ton pour les mois à venir chez Whitmore Corporation. Richard Whitmore Jr. n'avait pas l'habitude d'être contredit, encore moins humilié publiquement par une employée insignifiante de la cafétéria. Alors que la cafétéria restait plongée dans un silence de mort, Whitmore retrouva son sang-froid avec le détachement calculé de celui qui avait appris à transformer l'embarras en pouvoir. Son regard parcourut lentement chaque visage dans la pièce, mémorisant les témoins de son humiliation. « Intéressant », murmura-t-il en ajustant les poignets de sa chemise italienne. « Vraiment très intéressant. » Au cours des jours suivants, la vengeance de Whitmore commença de manière subtile et cruelle. Keisha arriva au travail le lundi et découvrit que son emploi du temps avait été réorganisé. Elle travaillerait désormais de 5 heures du matin à 2 heures de l'après-midi, le quart de travail le plus difficile, préparant le petit déjeuner pour les cadres matinaux et le déjeuner pour 1500 employés. « Questions opérationnelles », expliqua Janet, la superviseuse, en évitant le contact visuel. Ordre direct de la direction. Keisha savait que c'était un mensonge. Janet était une femme honnête d'une 50aine d'années qui travaillait là depuis des décennies. La gêne dans sa voix trahissait le fait qu'elle n'était elle aussi qu'un pion dans le jeu de Whitmore. Ce que Richard Whitmore Jr. ignorait, c'est qu'il avait affaire à quelqu'un qui avait survécu à des choses bien pires qu'un patron capricieux. Keisha avait grandi dans le quartier le plus violent de Détroit, élevée par une grand-mère qui nettoyait des bureaux la nuit et vendait des fleurs au coin de la rue pendant la journée. À 8 ans, elle savait déjà préparer un dîner pour 3 personnes avec $2 d'ingrédients. À 16 ans,
Elle travaillait à temps partiel dans un snack-bar tout en étudiant la cuisine grâce à des livres empruntés à la bibliothèque. À 25 ans, elle obtint son diplôme de chef contre toute attente, affrontant des professeurs qui se demandaient si les gens comme elle avaient la patience nécessaire pour la haute gastronomie. Whitmore pensait avoir affaire à une employée désespérée de trouver un emploi. En réalité, il provoquait une femme qui avait transformé chaque obstacle de la vie en un tremplin vers le niveau supérieur. Le harcèlement s'est intensifié lorsque Whitmore a commencé à se présenter à la cafétéria pendant les quarts de travail de Keisha. Il circulait entre les tables comme un prédateur, cherchant des failles dans son service. Il se plaignait que le café était 1 degré au-dessus de l'idéal, que les plats n'étaient pas parfaitement alignés, qu'il y avait un excès de sel imperceptible dans la nourriture. Chaque plainte lui était spécifiquement adressée, devant ses collègues et les clients. C'était une campagne systématique d'humiliation publique. « Il semble que notre nouvel employé ait besoin d'une formation supplémentaire », annonçait-il à voix haute, toujours lorsqu'il y avait plus de monde autour. « Nous devrions peut-être envisager des normes plus strictes pour les futures embauches. » Les allusions raciales étaient toujours subtiles, jamais assez explicites pour constituer une plainte officielle, mais trop évidentes pour être ignorées. Keisha voyait ses collègues baisser la tête, faire semblant de ne pas entendre, terrifiée à l'idée de devenir la prochaine cible. Le coup de grâce est venu un jeudi, lorsque Whitmore est apparu dans la cafétéria accompagné de 3 cadres d'une entreprise partenaire. Il a demandé à parler à la responsable de la cuisine, devant tout le monde. « Voici Keisha », a-t-il présenté avec un sourire faux. « Notre nouvelle acquisition. Parlez à nos invités de votre expérience culinaire antérieure, Keisha. » C'était un piège. Si elle mentionnait ses emplois précédents dans des cafétérias et des restaurants simples, elle serait ridiculisée. Si elle mentait ou refusait de répondre, elle serait licenciée pour insubordination. Keisha le regarda droit dans les yeux. « Mon expérience consiste à transformer des ingrédients limités en repas nutritifs pour des travailleurs qui méritent dignité et respect, Monsieur Whitmore. Une compétence que j'ai acquise très jeune et que j'utilise encore aujourd'hui. » La réponse était si élégante et percutante qu'un des cadres en visite réprima un sourire. Whitmore comprit qu'il avait encore été surpassé. « Charmant, » répondit-il, mais sa voix trahissait une irritation croissante. « J'espère que cette créativité se traduira par des résultats mesurables. » Ce soir-là, Keisha rentra dans son petit appartement et fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle appela sa grand-mère Dolores, aujourd'hui âgée de 83 ans et vivant toujours à Détroit. « Grand-mère, tu te souviens quand tu m'as appris que celui qui sème l'humiliation récolte la tempête ?» La voix affectueuse de la femme qui l'avait élevée traversa les kilomètres. « Bien sûr, ma fille. Pourquoi me demandes-tu cela? Je pense que le moment est venu pour certaines personnes de récolter ce qu'elles ont semé. » Keisha n'était pas seulement une cuisinière talentueuse. Elle avait passé 3 ans à travailler comme assistante d'un chef enquêteur renommé, spécialisé dans la dénonciation des restaurants qui enfreignaient les normes sanitaires et du travail. Elle savait exactement comment documenter les irrégularités de manière irréfutable. Et Whitmore Corp, comme elle était en train de le découvrir, en était truffée. Alors que Whitmore planifiait sa prochaine humiliation publique, Keisha commençait à préparer quelque chose qui transformerait son petit acte de défi en une tempête qui balayerait bien plus qu'un simple PDG arrogant. Ce que personne dans cette cafétéria ne pouvait imaginer, c'est que la femme qu'ils avaient vue affronter un milliardaire ne défendait pas seulement sa dignité. Elle recueillait des informations pour une guerre que Whitmore n'avait pas vue venir. L'enquête de Keisha a commencé de manière méticuleuse le lendemain à l'aube. Arrivée à 4h30 du matin, 1 heure avant son service officiel, elle avait libre accès au couloir vide de l'entreprise. Ce qu'elle a découvert les premiers jours l'a laissée stupéfaite. La cuisine de la cantine enfreignait au moins 15 normes sanitaires de base. Des équipements présentaient des fuites de gaz non signalées, des congélateurs fonctionnaient à des températures inappropriées, des ingrédients périmés étaient réutilisés avec des étiquettes falsifiées. Plus grave encore, les employés de nettoyage, tous immigrés, travaillaient sans équipement de protection adéquat avec des produits chimiques hautement toxiques. Keisha a tout photographié discrètement. Chaque irrégularité, chaque document, chaque équipement défectueux. Son expérience avec le chef enquêteur lui avait appris exactement quels organismes contacter et comment monter un dossier irréfutable. Pendant ce temps, Whitmore intensifiait sa campagne d'humiliation. Au cours de la 2e semaine de persécution, il a amené un groupe d'investisseurs japonais pour découvrir les activités de l'entreprise. Il a tenu à passer par la cafétéria à l'heure de pointe. « Voici notre équipe culinaire », a-t-il annoncé à voix haute en montrant Keisha du doigt. Nous expérimentons constamment différentes approches pour réduire les coûts. Le message subliminal était clair. Les employés noirs et hispaniques étaient une expérience bon marché
par rapport aux normes précédentes. Les investisseurs, gênés, échangèrent des regards embarrassés. Keïcha garda la tête haute, continuant à servir avec un professionnalisme irréprochable. Mais ce soir-là, elle ajouta d'autres photos à son dossier de plus en plus volumineux. Une véritable alliée est apparue de manière inattendue. Patricia Coleman, auditrice interne de l'entreprise, avait remarqué des mouvements étranges dans les rapports financiers de la cafétéria. Femme noire de 48 ans, diplômée en comptabilité de Harvard, elle occupait l'un des rares postes de direction de l'entreprise obtenus grâce à ses seules compétences. « Keïcha » murmura-t-elle pendant une pause dans le couloir. « Nous devons parler. » Elles se retrouvèrent dans un petit café à 6 pâtés de maison de l'entreprise. Patricia révéla des informations accablantes. Whitmore surévaluait les coûts de la cafétéria, déclarait des dépenses fictives et empochait la différence. Pire encore, il faisait cela depuis 3 ans. Je l'ai découvert par hasard en vérifiant les contrats des fournisseurs, expliqua Patricia en glissant discrètement un dossier sur la table. 40% des dépenses déclarées sont fictives. On parle ici d'une fraude de plusieurs millions de dollars. Keïcha a ouvert le dossier. Des feuilles de calcul détaillées montraient des écarts alarmants entre les produits achetés et les montants déclarés. Des équipements haut de gamme, vendus au prix d'articles basiques, des ingrédients biospéciaux, qui étaient en réalité des produits conventionnels avec une marge bénéficiaire gonflée. « Pourquoi me montrez-vous cela » a demandé Keïcha. « Parce que vous êtes la première personne depuis des années à tenir tête à cet homme, » répondit Patricia, les yeux brillants d'admiration. « Et parce que je sais que vous avez une formation en audit gastronomique. J'ai vu votre CV lorsque vous avez été embauché. » Patricia ne connaissait pas le plan de Keïcha, mais elle lui fournissait exactement les armes dont elle avait besoin. La fraude d'entreprise était un crime fédéral, bien plus grave que les violations sanitaires. Dans les jours qui suivirent, Whitmore commit son erreur la plus grave. Lors d'une réunion avec les directeurs, organisée délibérément dans la cafétéria pour maximiser l'humiliation, il fit des commentaires explicitement racistes sur la capacité intellectuelle limitée des employés d'origine particulière à gérer des normes d'entreprise sophistiquées. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Keïcha avait caché son téléphone portable derrière le distributeur de serviettes et enregistré chaque mot. 25 minutes de contenu incriminant, y compris les rires et les approbations des autres cadres. Ce soir-là, Keïcha a méticuleusement organisé ses preuves. Elle avait des photos des violations sanitaires, des documents sur la fraude financière fournis par Patricia, l'enregistrement des commentaires racistes et une liste détaillée des témoins prêts à témoigner. Mais il lui fallait quelque chose de plus. Quelque chose qui rendrait la chute de Whitmore non seulement légale, mais aussi publiquement dévastatrice. La réponse vint lorsqu'elle découvrit qu'il était en lice pour le prix PDG éthique de l'année, décerné par l'Association nationale des entreprises. La cérémonie serait retransmise en direct et couverte par la presse nationale. Keïcha sourit pour la première fois depuis des semaines. Il ne s'agirait pas seulement de justice. Ce serait un timing parfait. Le vendredi suivant, Whitmore se présenta à la cafétéria accompagné d'une équipe de tournage. Il réalisait une vidéo promotionnelle sur le leadership inclusif pour sa candidature au prix. Il a spécifiquement demandé à filmer les interactions naturelles avec notre équipe opérationnelle diversifiée. Quand il s'est adressé à Keïcha avec son sourire factice de politicien, elle a répondu avec une douceur venimeuse « Bien sûr, monsieur Whitmore. Ce sera un plaisir de vous montrer comment les choses fonctionnent réellement ici. » Ce qu'il interprétait comme de la soumission était en fait le calme mortel de quelqu'un qui savait exactement quand le couperet allait tomber. Keïcha avait prévu de passer à l'action le mardi suivant, pendant la cérémonie de remise des prix en direct. Whitmore pensait filmer sa victoire. En réalité, il documentait les dernières 48 heures de sa carrière. La cérémonie de remise du prix PDG éthique de l'année était retransmise en direct dans tout le pays. Dans l'élégante salle du Metropolitan Hotel, 500 cadres, journalistes et personnalités politiques attendaient la remise du prix le plus prestigieux du monde des affaires américain. Richard Whitmore Jr., impeccablement vêtu d'un smoking de marque, discutait avec animation avec les journalistes au premier rang. Il était absolument confiant. Il avait discrètement soudoyé 2 membres du comité de sélection et manipulé les chiffres financiers pour apparaître comme le candidat idéal. « Notre entreprise représente l'avenir de la gestion inclusive », déclarait-il devant les caméras, arborant son sourire politique bien rodé. « Nous pensons que la diversité n'est pas seulement moralement juste, mais aussi stratégiquement intelligente. » À 5 pâtés de maison de là, Keïcha Washington mettait la dernière touche à son plan. Elle n'était pas présente à l'événement, mais elle avait envoyé quelque chose de bien plus puissant que sa présence physique, la vérité. 3 heures avant la cérémonie,
Patricia Coleman avait remis en main propre au président de l'Association nationale des entreprises un dossier contenant des preuves accablantes. Des photos des violations sanitaires, des documents sur la fraude comptable et l'enregistrement de 25 minutes de commentaires racistes explicites de Whitmore. Nous pensons que le public mérite de connaître le vrai candidat, avait déclaré froidement Patricia en remettant le dossier. Le président de l'association, James Morrison, était un homme intègre qui avait bâti sa réputation en défendant la transparence des entreprises. En examinant les preuves, son visage pâlit progressivement. « Mon Dieu !» murmura-t-il en regardant les photos de nourriture avariée réutilisées. « C'est criminel !» L'enregistrement audio fut le coup de grâce. La voix reconnaissable entre toutes de Whitmore résonna dans le bureau. Des gens comme ça ne devraient pas préparer de nourriture dans une entreprise sérieuse. Certaines origines, capacité intellectuelle limitée. Morrison convoqua immédiatement une réunion d'urgence du comité. La décision fut unanime. Whitmore serait publiquement démasqué pendant la diffusion en direct. De retour dans la salle, la cérémonie se déroulait normalement. Whitmore avait été appelé sur scène et parlait des valeurs familiales et de la responsabilité sociale. Lorsque Morrison est monté discrètement sur le côté, muni d'une tablette et d'un micro sans fil. « Mesdames et messieurs », a interrompu Morrison, sa voix résonnant dans les haut-parleurs. Avant de poursuivre la remise des prix, nous avons reçu des informations que je considère essentielles de partager avec vous tous. Whitmore s'est figé au milieu d'une phrase. Quelque chose dans le ton de Morrison l'a alerté du danger imminent. Les caméras se sont automatiquement focalisées sur le président de l'association. Nous venons de recevoir des preuves documentées qu'un des candidats au prix est impliqué dans une fraude d'entreprise, des violations graves des normes sanitaires et une discrimination raciale systématique. Un murmure parcourut l'auditoire. Whitmore tenta de garder le sourire, mais des gouttes de sueur commencèrent à perler sur son front. Morrison connecta la tablette au système audio. Avec la permission des téléspectateurs, nous estimons qu'il est essentiel que vous écoutiez ces enregistrements obtenus légalement. La voix de Whitmore remplit la salle, amplifiée par les haut-parleurs professionnels. Chaque mot raciste, chaque commentaire dégradant, chaque rire complice de ces cadres résonna parmi les 500 invités dans un silence absolu. Des gens comme ça ne devraient pas préparer de la nourriture. Certaines origines, capacité intellectuelle limitée. Les caméras ont capturé chaque seconde de l'humiliation. Le visage de Whitmore est progressivement passé du rose de la honte au blanc de la terreur pure. Il a tenté de s'approcher du micro pour s'expliquer, mais Morrison l'en a empêché d'un geste ferme. Les photos que vous allez voir ont été prises dans les cuisines de Whitmore Corp il y a une semaine. Sur l'écran géant derrière la scène, des images choquantes se succédèrent. Des ingrédients périmés avec des étiquettes falsifiées, des équipements présentant des fuites dangereuses, des employés sans équipement de protection manipulant des produits chimiques toxiques. Et voici les documents financiers qui prouvent une fraude systématique de 3 millions de dollars dans des contrats fictifs de fourniture pour la cantine de l'entreprise. Whitmore a tenté de s'enfuir de la scène, mais Morrison est resté implacable. Richard Whitmore Jr., vous êtes publiquement disqualifié de cette remise de prix. De plus, ces preuves seront immédiatement transmises au ministère public fédéral pour enquête criminelle. La salle a explosé. Les flashs des appareils photo ont crépité simultanément. Les journalistes criaient des questions. Les cadres qui, quelques instants auparavant, saluaient Whitmore, s'éloignaient maintenant de lui comme s'il était atteint d'une maladie contagieuse. Whitmore tenta un dernier coup, s'approchant du micro avec des mains tremblantes. « C'est un complot. Un coup monté. J'ai construit mon entreprise à partir de rien. J'ai créé des emplois. J'ai contribué à l'économie. » Morrison l'interrompit froidement. « Monsieur Whitmore, votre entreprise a été construite sur du travail forcé déguisé et des fraudes documentées. Le seul emploi que vous avez réellement créé est celui des avocats qui devront vous défendre. » La retransmission en direct a capturé le moment précis où Richard Whitmore Jr. a réalisé qu'il avait tout perdu. Son empire, sa réputation, sa liberté. En quelques minutes, il était passé du statut de candidat au titre de PDG de l'année à celui de fugitif recherché par la justice. Alors que les agents de sécurité l'escortaient hors de la salle, Whitmore criait désespérément « Qui m'a fait ça? Qui a fourni ces mensonges ?» Morrison sourit pour la première fois de la soirée. Une employée courageuse que vous avez tenté d'humilier, monsieur Whitmore. Quelqu'un qui a prouvé que l'intégrité n'a ni couleur, ni classe sociale, ni prix. À 3 kilomètres de là, Keisha regardait la retransmission en direct dans le petit appartement qu'elle partageait avec 2 collègues. Quand elle a vu Whitmore être escorté dans une humiliation totale, elle n'a pas ressenti de plaisir sadique. Elle a ressenti que justice était faite. Son téléphone a sonné. C'était Patricia. « Keisha,
tu dois regarder les informations. Toutes les grandes chaînes couvrent l'événement. Et ce n'est pas tout, le conseil d'administration veut te rencontrer demain. Personne ne s'attendait à ce que la chute de Whitmore ne soit que le premier domino d'une série d'événements qui allait complètement transformer non seulement une entreprise, mais tout un secteur industriel. La femme qu'ils avaient tenté de briser était sur le point de devenir la force la plus puissante que le monde des affaires ait jamais connue. La réunion du conseil d'administration le lendemain matin fut historique. 12 membres de la haute direction de Whitmore Corp se sont réunis en session d'urgence pour discuter des dégâts causés par la diffusion en direct qui était devenue virale sur les réseaux sociaux avec plus de 5 millions de vues en seulement 18 heures. Keisha entra dans la salle de réunion exécutive pour la première fois de sa vie. Le même environnement où les employés étaient humiliés et licenciés selon les caprices de Whitmore l'accueillait désormais comme une héroïne. Margaret Thompson, présidente du conseil d'administration et seule femme parmi les directeurs, mena la conversation. Mademoiselle Washington, nous tenons tout d'abord à vous présenter nos excuses officielles pour l'environnement toxique que nous avons laissé s'installer sous notre supervision, a déclaré Madame Thompson, la voix empreinte d'une sincère gêne. Deuxièmement, nous souhaitons vous offrir le poste de directrice des opérations culinaires pour l'ensemble de la société, avec un salaire de 250 000 $ par an. L'offre était 10 fois supérieure à son ancien salaire. Mais Keisha avait de plus grands projets. J'accepte le poste, mais à certaines conditions, répondit-elle en posant un dossier sur la table en acajou. Premièrement, mise en place immédiate d'un programme de formation anti-discrimination pour tous les cadres. Deuxièmement, création d'un comité permanent d'employés chargé de signaler les irrégularités sans crainte de représailles. Troisièmement, embauche préférentielle de professionnels issus de communautés marginalisées à des postes de direction. Thompson sourit pour la première fois. Approuvé. Tout est approuvé. Pendant ce temps, Richard Whitmore Jr. faisait face à la tempête parfaite que son arrogance avait créée. Le lundi suivant la diffusion, le ministère public fédéral a présenté 17 chefs d'accusation contre lui. Fraude d'entreprise, évasion fiscale, violation du droit du travail et discrimination raciale systématique. Ses avocats estimaient qu'il risquait entre 15 et 20 ans de prison fédérale. Pire encore, sa réputation était complètement détruite. Les vidéos de son humiliation publique sont devenues des mèmes viraux, et les compilations de ses expressions faciales pendant l'émission ont accumulé des millions de vues. La chute a été encore plus brutale sur le plan financier. Les actionnaires ont intenté un recours collectif, exigeant une indemnisation pour les dommages causés par la mauvaise gestion. Les entreprises partenaires ont résilié des contrats de plusieurs millions de dollars. La valeur des actions de Whitmore Corp a chuté de 72% en une semaine. Whitmore a été contraint de vendre son manoir de 20 millions de dollars, sa collection de voitures classiques et même son yacht pour payer ses avocats et ses accords judiciaires. L'homme qui humiliait ses employés pour leurs normes inadéquates vivait désormais dans un appartement modeste, conduisait une berline d'occasion et était confronté à des regards de reconnaissance et de mépris partout où il allait. La transformation de l'entreprise a été révolutionnaire. Sous la houlette de Keisha, la cantine est devenue un modèle national d'excellence. Elle a mis en place un programme de formation culinaire pour les employés, offert des bourses pour des cours de gastronomie et créé un système de promotion basé exclusivement sur le mérite. Patricia Coleman a été promue directrice financière, devenant ainsi la première femme noire à occuper un poste de direction dans l'histoire de l'entreprise. Janet, la superviseure qui avait toujours traité Keisha avec respect, a été nommée directrice générale des opérations. Des dizaines d'employés qui vivaient auparavant dans la terreur occupaient désormais des postes de direction dans leur département. 6 mois plus tard, le magazine Business Weekly a publié un article en couverture sur la « Révolution Whitmore », soulignant comment une entreprise au bord de l'effondrement éthique était devenue une référence en matière de diversité et d'inclusion sous une nouvelle direction. Le changement a commencé lorsqu'une employée courageuse a décidé que la dignité n'était pas négociable, a écrit la journaliste principale. Keisha Washington a prouvé qu'une personne prête à se battre peut transformer non seulement sa propre vie, mais aussi toute une culture d'entreprise. La reconnaissance publique est venue lorsque Keisha a été invitée à prendre la parole devant le Congrès national sur la discrimination dans le milieu de travail. Son discours, suivi par plus de 10 millions de personnes, est devenu viral avec la phrase « Nous n'avons pas besoin d'accepter le manque de respect pour conserver notre emploi. Nous devons créer des emplois qui respectent qui nous sommes. » Les universités ont commencé à l'inviter à donner des cours sur le leadership éthique. Des entreprises de tout le pays ont sollicité ses conseils pour transformer leur environnement de travail. Keisha était devenue un symbole national du courage en entreprise. Le moment le plus marquant est survenu lors d'une conférence d'entreprise d'1 an après le scandale. Keisha était sur la scène principale lorsqu'une personne dans le public a crié « Et si vous aviez tort ? Et si certaines personnes ne méritaient vraiment pas certaines opportunités ?»
Keisha a souri avec l'assurance de quelqu'un qui avait prouvé son point de vue de manière incontestable. Si j'ai tort, comment expliquez-vous que la productivité de notre entreprise ait augmenté de 40% après que nous ayons cessé de gaspiller notre énergie à humilier des personnes talentueuses? Comment expliquez-vous que notre chiffre d'affaires ait atteint des records historiques lorsque nous avons commencé à promouvoir nos employés en fonction de leurs compétences plutôt que de leurs relations familiales? Le public a éclaté en applaudissements. La question avait été répondue non pas par des mots, mais par des résultats mesurables. 1 an après la confrontation initiale, Keisha est retournée à la cafétéria où tout avait commencé. C'était désormais son bureau, décoré de certificats de reconnaissance et de photos de tous les employés qui avaient été promus sous sa direction. À travers la fenêtre, elle pouvait voir Richard Whitmore Jr. attendre le bus dans la rue. Il travaillait désormais comme vendeur dans un petit magasin d'électronique, gagnant en un mois ce qu'il dépensait auparavant en un seul repas. Ses amis milliardaires l'avaient complètement abandonné lorsque les scandales avaient été rendus publics. Son ex-femme avait demandé le divorce, emportant la moitié des biens restants. Ses enfants, honteux de leur père, avaient changé de nom de famille. Keisha n'éprouvait ni pitié ni haine. Elle ressentait quelque chose de bien plus puissant, la certitude d'avoir utilisé sa voix pour protéger des centaines de personnes qui n'avaient pas voix au chapitre. Patricia entra dans son bureau avec une pile de CV. « Nous avons 300 candidatures pour les postes de supervision », annonça-t-elle en souriant. 80% sont des femmes et des personnes issues de minorités ethniques. Il semble que votre histoire ait inspiré beaucoup de gens à tenter quelque chose de nouveau. Parfait, répondit Keisha en feuilletant les documents. Nous allons donner à chacune de ces personnes la chance qu'elles méritent. À ce moment-là, son téléphone a sonné. C'était une invitation à dîner à la Maison-Blanche, où elle serait honorée comme l'une des leaders transformatrices de la décennie. La jeune fille qui, 3 ans auparavant, lavait des assiettes pour survivre, recevait désormais la reconnaissance des plus hautes sphères du gouvernement. La leçon la plus importante à tirer de l'histoire de Keisha Washington n'est pas la vengeance, mais le courage transformateur. Elle nous enseigne qu'une personne prête à se battre pour la justice peut affronter n'importe quel système, aussi puissant soit-il. Son histoire prouve que la dignité n'a pas de prix, que le respect ne s'achète pas et que parfois, la différence entre l'oppression et la liberté réside dans le courage de prononcer un seul mot, non. Richard Whitmore pensait avoir affaire à une employée jetable de plus. Il a découvert trop tard qu'il avait provoqué une force de la nature qui transformerait son arrogance en une leçon de vie pour le monde entier. Il a essayé de la détruire, mais il n'a réussi qu'à se détruire lui-même, tandis qu'elle construisait un héritage qui durera des générations. Aujourd'hui, lorsque de jeunes professionnels sont confrontés à la discrimination dans leur travail, beaucoup se souviennent de l'histoire de Keisha et trouvent le courage d'agir. Elle a prouvé que nous n'avons pas à accepter l'injustice pour survivre. Nous pouvons transformer l'injustice en une révolution qui profite non seulement à nous-mêmes, mais aussi à tous ceux qui viendront après nous. La véritable vengeance de Keisha n'a pas été d'humilier Whitmore publiquement. Elle a été de prouver qu'il avait complètement tort à son sujet, sur ses capacités, sur sa valeur en tant qu'être humain. La meilleure vengeance sera toujours le succès construit sur les décombres des préjugés de ceux qui ont tenté de nous rabaisser. Si cette histoire de courage et de transformation vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'une voix courageuse peut changer le monde entier. Parce que parfois, tout ce dont le système a besoin pour s'effondrer, c'est d'une personne prête à dire la vérité, même lorsque le monde entier préfère le silence. Laissez un commentaire si vous avez déjà été confronté à une situation similaire et comment vous avez réagi. Votre histoire peut inspirer d'autres personnes à trouver leur propre courage.